La première des choses, c'est déjà une bonne connaissance mutuelle du monde éducatif et du fonctionnement de la gendarmerie, avec notamment des mises en correspondance du chef d'établissement et d'un correspondant dans les brigades de gendarmerie. Il y a aussi des dispositifs qu'on a mis en place très récemment, le dispositif des élèves pairs, où ce sont des élèves qui sont formés pour devenir en quelque sorte eux-mêmes des médiateurs pour aborder des situations de conflit, non pas par la violence, mais par le dialogue. En tout cas, le constat sur les 3 dernières années, c'est que le nombre de faits d'incivilité et de violence à l'intérieur des établissements a reculé. Oui, une meilleure connaissance permet de détecter les situations conflictuelles auprès des jeunes, de faire intervenir la gendarmerie par un message de prévention, mais également d'être capable d'intervenir de manière dissuasive à l'extérieur de l'établissement pour éviter qu'il y ait des violences. De 8h à 9h ce matin, ces jeunes sont ici au centre du village de Kanala. La situation sur l'élection du président du gouvernement les épuise. Pour moi, c'est comme une querelle politique entre leaders politiques. Mais moi, je veux un intérêt général, parler au nom du peuple. Le peuple, il est là. Je veux une décision pour le pays, pas une décision individuelle. Nous, le peuple, on est devant la télé, toujours en train de râler. Donc nous attendons une réponse de nos papas leaders, ceux qui sont en haut. Pour Souma, malgré les structures mises en place par chaque parti politique, l'information et la communication ont perdu leur importance. On pense que nous, les jeunes, c'est ça le problème. Les vieux ne font pas l'effort de rassembler les gens de leur commune, les gens de leur région, pour faire une grande information par rapport à ce qui se passe. Et puis je pense que c'est ça aussi qui manque au niveau des communes. Parce que normalement, on a mis en place un CNC au niveau du FLN. C'est pour informer la population sur l'avancée du pays et les dossiers du référendum. La situation actuelle du gouvernement menée par les indépendantistes les chagrine. Ils pensent que les leaders indépendantistes s'écartent du projet de lutte pour l'indépendance. Parce que nos vieux, quand ils nous ont rassemblés, ils ont dit qu'il faut l'unité pour prendre l'indépendance. Mais d'après ce qu'on voit, l'unité elle est devenue une division. Alors qu'il y a d'autres choses à en parler pour l'avenir du pays, comme les dossiers du gouvernement. Ce n'est pas le président ni le vice-président qui sont importants, c'est les dossiers du pays qui sont importants, comme le dossier du référendum. C'est leur ego. Le peuple est en train de subir, il subit ce qui mène là-haut. Si dans les prochains jours, il n'y a toujours pas d'élection au gouvernement, cette mobilisation sera renouvelée. La prochaine journée est prévue pour ce vendredi. Que cache le prix du kilowattheure? Parmi ces multiples paramètres se dissimulent des redevances communales, surprenant puisqu'elles sont initialement prévues pour faire profiter les mairies des bénéfices dégagés par les distributeurs d'électricité. Pourtant, ces frais ne sont pas prélevés sur leur chiffre d'affaires, mais bien sur le prix du kilowattheure, c'est-à-dire que ces redevances sont payées par tous les abonnés du réseau. Elles s'élèvent en 2019 à plus d'1 milliard de francs. Si toutes les mairies n'en prélèvent pas, c'est Nouméa qui perçoit plus de la moitié de ces redevances. La mairie et son distributeur d'électricité EEC n'ont pas souhaité répondre à nos questions en plein appel d'offres. Cette discrète taxe à la consommation se négocie entre distributeurs et mairies lors des attributions de marché. Alors pour nous, ce n'est pas une situation normale puisque ce sont des situations dans lesquelles le distributeur négocie avec la commune et d'ailleurs il peut être enclin à être d'accord pour payer des redevances importantes dans la mesure où de toute façon ce n'est pas lui qui va payer, ça va être pris en charge par le système électrique. Donc lui n'a aucune raison d'être particulièrement pingre sur ses redevances ou de les discuter pied à pied avec la mairie puisque ça sera pris en charge de toute façon dans l'ensemble du système électrique par l'ensemble des abonnés. Un constat partagé par le gouvernement de Philippe Germain qui publiait un rapport en 2019 pour plafonner ses redevances à 8,6% de la marge commerciale. Cette limitation avait été décidée afin d'éviter que les sociétés distributrices proposent des montants à la hausse, sachant que celles-ci seraient in fine prises en charge intégralement par le système tarifaire. Depuis 2020, le plafond a été relevé à 11% par le gouvernement Thierry Santa, une décision poussée par les mairies. Cette redevance est importante pour l'aménagement de leur collectivité,
celle-ci étant dans l'incapacité de lever l'impôt. Je crois que c'est une ressource qui existe, qui n'est pas négligeable, je le reconnais pour certaines communes, mais aujourd'hui on ne peut pas se permettre de ne pas l'avoir. Enfin, il faudra la remplacer par autre chose. Donc, au bout du compte, c'est le consommateur d'une manière générale qui le paiera par le biais de l'impôt, par le biais peut-être d'une autre taxe, mais en tout cas, il faudra avoir ce débat-là au niveau du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. L'AFD, tous les ans, produit un rapport sur la manière dont sont gérées les communes, et je peux vous dire que ce sont des collectivités qui sont bien gérées en général. C'est la Chambre territoriale des comptes qui peut le dire, c'est le contrôle de légalité qui est fait par l'État. On n'a pas à rougir de la manière dont les communes de Nouvelle-Calédonie sont gérées. L'UFC Que Choisir a déposé plusieurs recours en justice contre ces redevances communales. Selon le rapport du gouvernement Santa, elles pourraient atteindre en 2021 1,2 milliard de francs. Carte, à un endroit ou à un autre, on a un espace qui a une richesse à part et qu'il faudrait peut-être pas clôturer, mais en tous les cas qu'il faudrait marquer et préserver et protéger. Réfléchir ensemble à un nouveau plan d'aménagement de la zone de Oué tout en intégrant les enjeux environnementaux, tel est l'objectif de ces ateliers qui a ravi les participants ce matin. Ce qui est bien, c'est qu'on a des questions, donc on n'a pas su répondre et que maintenant que comment on travaille avec l'administratif, du coup ils répondent un peu à nos questions. Tout ce qui est réglementation, statut, ils nous aident un peu à pouvoir améliorer demain si on a des projets, de pouvoir aller jusqu'au bout de nos projets. Gestion des déchets, aménagement du littoral, voirie ou encore gestion de l'eau, tout est passé au peigne fin ou presque au Faré de la province des îles. Collecte et préserver la ressource en eau potable. Ça va ou c'est pas fait du tout? C'est chaud, hein? Non, c'est chaud. L'eau potable. On a beaucoup échangé sur la question de la gestion des eaux de ruissellement, les eaux de pluie. Et ça, souvent, plus on va artificialiser, on va créer des routes, des trottoirs, plus on va avoir du mal à gérer en fait ces eaux. Il faut les gérer parce que sinon, actuellement, elles risquent de finir en mer. Ou alors continuer à polluer la lentille d'eau douce. D'autres ateliers sur l'économie, la mobilité, le transport ou encore sur le foncier viendront compléter cette deuxième phase avant de préconiser des actions communes pour 2022. Roger Brissot et Jean-Paul Léraud donnent naissance aux Nouvelles-Calédoniennes en 1971. Quotidien d'information générale imprimé du lundi au samedi. Le premier numéro paraît le 15 mai 1971. Journal créé essentiellement en opposition à la France australe pour défendre les intérêts des petits commerçants et se démarquer des problématiques de la société Le Nickel. Les informations sont centrées sur les faits divers, les activités quotidiennes, les informations courantes. 16 ans plus tard, en 1987, les Nouvelles-Calédoniennes sont rachetées par le groupe R100, spécialisé dans la presse française à la diffusion des quotidiens régionaux et nationaux. C'est également l'occasion pour le quotidien de prendre un coup de fraîcheur, puisque la une sera dès cette année-là imprimée en couleur. L'aventure durera un quart de siècle. Le 17 mai 2013, le groupe R100 se sépare des Nouvelles-Calédoniennes. Celles-ci sont rachetées par le groupe calédonien Melchior, dont l'actionnariat est composé de la famille Jandot à majorité, ainsi que des familles Montagna et Lavoie. Ce groupe détient plusieurs types de presse locale, comme le gratuit Coco TV, mais également la radio Énergie, ainsi que 2 imprimeries et plusieurs sites internet. C'est dans cette période que le journal se verra être imprimé de la première page à la dernière en couleur. Aujourd'hui, les Nouvelles-Calédoniennes pourraient disparaître. Qu'en est-il ? La SOPAC produit 1300 tonnes de crevettes chaque année. 500 tonnes sont vendues sur le marché local et le reste de la production, qui représente 70%, est destiné à l'export. La crevette calédonienne était présente dans les restaurants haut de gamme du monde entier. La crise sanitaire ayant provoqué la fermeture des restaurants, plusieurs d'entre eux n'ont pas repassé commande cette année. Actuellement, ce sont 400 tonnes de crevettes qui n'ont pas trouvé d'acheteurs et pour lesquelles il va falloir trouver de nouveaux marchés. L'idée est de revenir sur des marchés métropolitains que nous avions abandonnés il y a 7-8 ans de ça, notamment les carrefours, etc., enfin, tout ce qui est grande surface, freezer center, etc., où nous vendions jusqu'à 400 ou 500 tonnes à l'époque, mais que nous ne pouvions plus alimenter ces dernières années parce qu'on était en pénurie. Ce n'est pas si simple d'entrer dans le secteur de la grande distribution, car les critères de qualité sont très élevés. 3 fermes aquacoles de la SOPAC sont en cours de certification.
Cette nouvelle stratégie a aussi ses inconvénients. Sur les grandes surfaces et les freezer centers, on se retrouve en concurrence directe avec les crevettes qui viennent du monde entier, qui ne sont pas du tout, mais alors du tout au même prix que nous. C'est-à-dire qu'une crevette d'Équateur qui est certifiée, qui peut être bio, qui peut être développement durable, qui a des cahiers des charges de toutes sortes, se retrouve sur les marchés à 600 francs. Nous, rien qu'en bord de bassin, on est déjà au double, avant même de les transporter jusqu'à l'usine. Le souci, c'est d'arriver à faire comprendre aux grandes surfaces, aux acheteurs, qu'il faut qu'ils payent plus cher. Parce qu'on a une crevette de qualité supérieure et d'un goût différent. Le rythme de production n'a pas diminué cette année dans les 15 fermes aquacoles que gère la SOPAC. Depuis le mois de mars, les récoltes ont repris et ce sont 16 tonnes de crevettes qui arrivent chaque jour à l'usine. Ces produits devront être stockés plus longtemps. 4 plateformes de stockage sont en place au pays. Une chambre froide à Koné, une à La Foix, 2 à Nouméa et une à Païta. Leur capacité de stockage varie de 200 à 350 tonnes. Une nouvelle plateforme verra bientôt le jour en métropole. Nos produits ont une DLUO minimum de 2 ans qu'on a poussé cette année à 2 ans et demi, voire 3 ans sur certains produits, puisqu'on a fait des tests de longévité avec des laboratoires. Donc en fait, on va pouvoir lisser comme ça sur 2 ou 3 ans et arriver à la vendre à un moment ou un autre. Et en extrême urgence, on serait obligé effectivement de brader quelques stocks et de les vendre au prix de la concurrence, c'est-à-dire à des prix franchement qui ne sont pas du tout satisfaisants. Je me promenais sur la plage, je cherchais des coquillages et je suis tombée sur un os de bassin, donc un os coxal. J'ai trouvé ça assez bizarre, c'était sur un talus avec des coraux, des coquillages. Des os humains dans le sable de Nouville, une sacrée surprise pour les promeneurs. Les intempéries de début d'année ont grignoté la ligne de côte qui a révélé de vieux ossements. D'après les archives, ce site correspond à un ancien cimetière de l'époque du bagne créé vers 1875. Lui, on a de la chance, c'est que il est entier, mais on a d'autres éléments au fait. Ou dans une des tranchées de l'autre côté où les squelettes sont perturbés au fait, où on a des parties qui sont manquantes. Par exemple celui-ci qui est encore en cours de fouille et d'enregistrement, où on a des parties du squelette qui manquent, quoi. Et là on a des os du bassin qui sont complètement explosés. Et on va avoir comme ça sur l'ensemble du site des zones qui sont fortement perturbées par des engins au fait. Des os anciens, d'autres plus récents, des demi-squelettes, le mystère reste entier. Ensuite, on va avoir ce que beaucoup de Calédoniens connaissent sous l'appellation cimetière des Japonais au fait. Alors, il y a encore des études à mener sur le pourquoi de cette appellation. Mais il semble qu'on ait probablement un peu de bagnards, mais qu'on ait aussi des gens qui ont été inhumés ici jusqu'aux décisions municipales de totalement arrêter les enterrements sur Nouville. Le cimetière est resté en activité près de 100 ans avant d'être rasé à la fin des années 80. Un riverain se souvient encore des vieilles tombes. Ouais, à l'époque, quand on venait se promener dans Nouville, là, on passait par là, on voyait les tombes, quoi, mais c'était plus vers la route là-haut. Et je suis étonné que là, il y ait des restes en bas. Les fouilles archéologiques doivent se poursuivre encore plusieurs jours.